Et puis, il y a tout le problème de la gestion des déchets. Et sur le versant du travail, on n'a aucune information sur aucun des sites de déchets. Donc, il est impossible aujourd'hui en France de dire combien de travailleurs, chaque année, travaillent en zone exposée, à quel niveau de dose. Ce qu'on sait simplement, c'est ce que donnent les deux organismes ASN et IRSN qui travaillent ensemble, donc c'est un peu c'est la même boutique, et on est quand même en plein conflit d'intérêts, puisque l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, est en même temps très impliquée dans le maintien, voire le renouvellement de l'industrie nucléaire, donc a tendance à euphémiser la réalité. Quant à l'IRSN, ils ont quand même une drôle de manière de gérer les risques, de gérer la surveillance des risques. Alors, il y a une obligation, normalement, de recenser les expositions avec le port de dosimètre. Le dosimètre est un petit appareil qu'on porte sur soi et qui enregistre la dose pendant tout le temps de l'intervention. Alors, il y a plusieurs types de dosimètres, mais disons, pour faire simple, que l'IRSN est chargé de recenser reçoit les résultats dosimétriques de tous les travailleurs qui interviennent en présence de sources radioactives. Tous les travailleurs qui sont considérés par le Code du travail comme étant DATRA, directement affectés au travail sous rayonnement. C'est-à-dire que, au moins c'est clair, ils le sont exposés. Et A, c'est la catégorie de ceux qui ont droit, entre guillemets, à 20 millisieverts annuels. Parce que la dose annuelle pour la population civile non travailleuse, c'est 1 millisievert annuel. Donc il y a quand même une sacrée différence, et là, on va y venir, cette différence pose problème du point de vue des effets sanitaires sur la population. Mais je voudrais un instant rester sur cette question de l'enregistrement des travailleurs pour savoir où on en est de leur exposition. Alors, moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, c'était dans les années, fin des années 80. Il n'y avait pas encore d'enregistrement électronique systématique, mais le travailleur avait un carnet d'exposition sur lequel il notait toutes ces irradiations, enfin toutes ces doses journalières, et c'était visé une fois par semaine par le chef d'équipe. Enfin, c'était quand même rodé, même les travailleurs sous-traitants. Donc, à partir de ces carnets d'exposition, on pouvait reconstituer la dose subie par un travailleur, qu'il soit sous-traitant ou qu'il soit EDF. Et c'est comme ça qu'on avait mis en évidence qu'un travailleur extérieur était 11 à 15 fois, avait une dose 11 à 15 fois supérieure à la dose des agents EDF, dose mensuelle, avec des cumuls d'exposition à la fin qui étaient très supérieurs à ceux d'aujourd'hui, puisque en fait c'était 50 millisieverts année au lieu de 20 millisieverts. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et on avait des chiffres aussi de la répartition EDF travailleurs extérieurs. On savait que 80% de la dose collective était reçue par les travailleurs extérieurs. Quand ils ont mis en place des systèmes, alors il y a eu l'abaissement des doses, là ils ont beaucoup renforcé le turnover entre des intérimaires qu'ils exposent sur des temps très courts. Par exemple, pour l'ouverture des générateurs de vapeur, pour un certain nombre de tâches de décontamination, un intervenant va prendre en quelques jours, quelques semaines, l'équivalent du tiers ou de la moitié de la dose annuelle. Ils en ont fait un travail saisonnier, ça veut dire qu'il y a un cumul de doses sur 3 ou 4 mois de ce qui est réparti
autrement sur l'ensemble de l'année pour les agents EDF. Donc on avait quand même cette répartition. Et maintenant, ils ont fait des catégories qui ne permettent plus d'identifier les sous-traitants qui interviennent dans l'industrie nucléaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont maintenu dans ce qu'ils appellent industrie nucléaire, dans le rapport IRSN 2013 par exemple, pour la dosimétrie 2012, on a l'effectif EDF, c'est pas marqué comme ça. On a un effectif logistique maintenance, alors c'est ce qu'on appelait autrefois les servitudes nucléaires, et ça portait mieux son nom. Servitudes nucléaires, c'est ceux qui font le sale boulot pour que les autres ne soient pas trop exposés. Donc c'est la décontamination, c'est le nettoyage, c'est la pose de matelas de plomb par exemple sur les conduites avant intervention de soudeur, c'est pour empêcher l'irradiation et la contamination, etc. Et ça, ils l'ont maintenu côté nucléaire. Mais tout ce qui concerne, par exemple, la robinetterie, qui à l'époque où moi j'ai travaillé, c'était à peu près 11 000 travailleurs extérieurs. Dans les années 90, on était à 11-12 000 travailleurs de la robinetterie-tuyauterie, des mécaniciens, qui ne sont pas dans la même convention collective et qui du coup n'apparaissent plus du côté du nucléaire. Mais dans le même rapport, ils indiquent « Rappelons qu'il est probable qu'une fraction non négligeable de l'effectif attribué à l'industrie non nucléaire soit en réalité des travailleurs d'entreprises classées dans ce domaine, mais qui interviennent en sous-traitance des exploitants nucléaires. » En d'autres termes, ils ont fait passer dans le domaine non nucléaire des travailleurs du nucléaire. Même si c'est des sous-traitants, c'est des travailleurs intervenant dans le processus de production nucléaire. Et quand on regarde de façon plus attentive dans cette catégorie industrie non nucléaire, on s'aperçoit que 78% des travailleurs ne sont pas classés dans des secteurs industriels particuliers, qu'il y a un secteur qui apparaît, qui est le contrôle gammagraphique, qui est en fait le contrôle des soudures, des fissures, enfin c'est une technique qui consiste à regarder si on n'est pas en présence d'un tuyau défectueux. C'est une tâche extrêmement dosante, ça fait partie vraiment des tâches les plus dosantes dans la maintenance. Si on fait le total de la dose collective de ces deux catégories, on arrive à 98% de la dose non nucléaire. Or, probablement, ces gens-là font partie, au moins pour une partie de leur temps, des sous-traitants qui interviennent en centrale. Sans qu'on ait pu, on n'a plus la possibilité de dire, ben voilà, les EDF c'est ça, les extérieurs c'est ça. Donc, je vous donne ce détail pour que vous vous rendiez compte à quel point il y a une volonté délibérée d'en faire des travailleurs invisibles. Et ils le sont au sens propre du terme.